Bonjour, je m'appelle Alexandre Villani et moi je m'appelle Pierre-Jean Cabrière. Nous sommes tous deux coachs sportifs. Tu parlais justement de la latéralité. Moi c'est un projet qui m'a fait rire parce que c'est rire au bon sens, hein, au sens putain ils ont trouvé un truc en plus à faire parce que y a... Ils se foutaient de notre gueule. Non, c'est vrai. Ça m'a fait rire. Déjà, c'est une blague à 200 000 balles quand même. Aujourd'hui, je suis super content. Je suis directement dans les locaux de Bodytime avec Alex et FJ pour pouvoir les interviewer. Bah, merci à toi, merci d'être venu. Merci, ça va et toi? Bah oui, ça fait trop plaisir. Je vous disais en off, mais ça fait trop plaisir de vous rencontrer. Il me semble que vous avez lancé un projet qui vous a pris pas mal de temps. Qui est sorti il n'y a pas longtemps et bon ça va, c'est un peu le soulagement là. Ouais, c'est le soulagement, c'est que le début parce que c'est le début d'une grande aventure, hein, mais c'est le soulagement parce que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de bug, c'est des nouvelles technologies donc on a toujours un petit peu peur. Moi on a une équipe au top et ouais, en tout cas on est confiant pour l'avenir. Donc j'ai pas mal de questions déjà sur votre parcours. Votre parcours, vous en avez pas mal parlé. Ce que je pourrais dire de l'extérieur, ce que moi j'ai l'impression d'avoir vu, c'est des coachs sportifs qui étaient d'abord des coachs sportifs en présentiel, qui coachaient des clients, et puis ensuite qui ont trouvé un moyen d'envoyer des exos vidéo à leurs clients, qui ont mis ça sur YouTube, et puis ensuite se sont rendus compte que ça intéressait plus de personnes que prévu. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça que vous l'avez vécu. C'est bien résumé. Ouais. C'est bien résumé, c'est exactement ça. Tu as fait le tour. Et puis petit à petit, on se rend compte que ça plaît aux gens et on se met à faire du contenu pour le public, le potentiel public qu'on peut avoir. Et ça marche petit à petit, au fur et à mesure, progressivement. On commence à prendre de plus en plus d'abonnés, des vues. Et en fait, on est à un moment où la plateforme aussi, elle est en pleine croissance. Donc les gens arrivent sur YouTube et nous on est là au bon moment avec les bons thèmes et aussi je pense que avec la bonne approche parce que nous on a voulu être mainstream et c'est ce qui nous a fait toucher un maximum de personnes. Bon, vous avez de la chance, il n'y a pas de 4G, je peux pas vous montrer la première vidéo. Non, on la connaît pas. Je voulais vous montrer, mais bon, vous la connaissez. Ouais, la toute première. Ouais, la toute première. Ouais, la présentation toute première. de Deuxième Express. Bonjour, je m'appelle Alexandre Villani et moi je m'appelle Pierre-Jean Cabrière. Nous sommes tous deux coachs sportifs. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que 2012, on démarre sur YouTube, mais c'est pas YouTube de maintenant. En 10 ans, la plateforme, elle a évolué à une vitesse ouf. C'est-à-dire qu'en 2012, les gens ne savaient même pas qu'on pouvait faire de l'argent. C'est pas t'allais faire des vidéos YouTube en te disant je vais gagner des sous. On a gagné notre premier dollar, je pense, ça faisait 1 mois et demi qu'on était sur YouTube. Tu vois, il n'y avait pas très peu d'annonceurs. C'est vraiment les tout débuts et on faisait très peu de vues aussi. Puis on est diplômé depuis peu, on veut garder une image sérieuse, carrée, tu vois, coach sportif. En fait, on n'était pas du tout dans l'esprit de faire des vidéos de divertissement ou même d'allier divertissement et connaissance. Pour nous, c'était soit tu apprends des choses, soit tu es sérieux, soit tu es un rigolo. Ouais, ça c'était votre travail, donc on est là, on est pro et puis on est pro, on sortait de la fac, on était à fond encore dans, tu vois, on faisait beaucoup de prépa physique pour des clubs, pour des athlètes, donc tu es là, tu lis des études et puis tu veux essayer d'être le plus pointu possible. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout l'inverse qu'il fallait qu'on fasse. Tu vois, même au niveau, après on a quand même très vite évolué, mais les premières vidéos, on les faisait toujours en t-shirt. Et après, à un moment donné, on se dit c'est peut-être plus vendeur, tu vois, torse nu. On avait la chance quand même d'être assez sec et tout, machin. Mais on se disait, est-ce que ça va pas être mal interprété par les Français? Vraiment, il y a 10 ans, t'as l'impression que c'était un autre monde, une autre époque, tu vois. Et en fait, on avait trouvé, tu vois, on sortait de l'eau un peu, genre ça doit être au bout de la 13 ou 14e vidéo. Pour se mettre torse nu, 3 par semaine. Voilà, on avait trouvé un moyen pour se mettre torse nu et après, en fait, on s'est rendu compte, personne critiquait, mais tu sais, c'était, je veux dire, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas, tu t'allais mettre des photos de toi torse nu sur Facebook, les gens, ils allaient se dire, ouais, il est narcissique, il se la raconte, il tout ce que tu veux, tu vois. Maintenant, genre, ça paraît logique. Vidéo où on était torse nu, elle avait fait 10 fois plus de vues que les autres. Ouais. À l'époque, hein, tu vois. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, ça fait une diff de fou. Mais c'est marrant parce que moi, je la trouvais pas mal cette première vidéo. Enfin, connaissant le stress que c'est d'allumer la caméra et de tourner la première fois et puis de vouloir paraître sérieux et professionnel. C'est ça, c'était du one shot en plus, tu vois. Il n'y avait pas de montage. Donc si on se loupait, on recommençait. Donc, oui, avant, PJ s'est trompé, il a fait pardon et puis il a repris sa phrase parce qu'il n'y avait pas de montage en fait. Ah, il n'y avait pas de cut. En fait, on montait rien. C'est-à-dire qu'on était avec iMovie sur le Mac. On mettait la vidéo, on mettait un petit titre au début, Bodytime Express, dégueulasse. C'est le titre de base de iMovie, ceux qui connaissent. Et à la fin, juste tu coupais le 2-3 secondes de plus. Et on exportait comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis à la fin? Fondu au noir. Ouais, non, ça n'avait pas monté. Et déjà, il y avait des trucs intéressants, mais des trucs que j'ai regardé en fait, je ne l'ai même pas vu en entier, c'est la première fois que je la voyais en entier. Et je trouvais que déjà, il y avait l'idée de, vous avez dit qu'on ne pouvait pas se perdre de la graisse de manière localisée.
Et c'est con, mais en 2012, Oui, il y a des coachs qui en 2022 le disent encore, je pense, dans les salles en France quelque part. Et il y avait aussi le… Mais il y a ça, il y a la prise de masse sèche qui est à la mode maintenant. Depuis 2012, on le disait. Il y a énormément de choses. En fait, nous, si tu regardes notre discours, c'est à peu près le… Bien sûr, il y a des trucs qui évoluent avec les études et tout, mais c'est à peu près le même. C'est vrai qu'on a fait des études universitaires. On a fait des études qui… Enfin, en tout cas, le diplôme de coach le plus poussé qui existe, c'est un diplôme universitaire. Donc, ils sont au fait des dernières études, etc. Et c'est sûr que on s'est rendu compte avec le temps que beaucoup de brevets d'État, en fait, ils ont le même programme depuis 30 ans, 40 ans. Et malheureusement, si tu ne fais pas avec ton temps, tu apprends des trucs à l'ancienne, c'est dommage, quoi. Et puis Alex, il a dit un truc qui est juste, et on a voulu un peu faire mainstream, parler à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu dis tu peux pas localiser la perte de poids, sauf dans certains cas extrêmes avec un type d'entraînement très spécifique. Mais là, tu rentres dans les 0,5% de gens que ça va concerner, on s'en fout. Et puis tu vas à peine localiser, donc c'est pas… Voilà, si tu fais une généralité, la prise de masse sèche, c'est possible, sauf quand tu rentres dans du très haut niveau et que le mec il va être bodybuilder ou que vraiment il se rapproche d'une période très… Là, d'accord, mais ça représente combien de personnes? Et ces gens-là, ils vont pas regarder des vidéos sur YouTube. Donc nous, on s'est dit, on parle à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de s'entraîner, qui a envie d'avoir un physique, qui a envie d'être en bonne santé, en forme, mais qui est pas là à se préparer pour un concours. Tu regardes pas des vidéos YouTube, tu prends un coach en direct et voilà. Et donc en fait, du coup, c'est là où les gens ils disaient, ouais, mais c'est faux aussi, il faut… Non, et en fait… Ils se sont rendus compte qu'on avait raison, que ça plaisait aux gens et c'est pour ça qu'après beaucoup de coachs se sont mis un peu à avoir le même discours parce qu'ils se sont dit ouais en vrai ils ont raison, on n'est pas là à parler aux 0,5% et encore max de personnes, on est là pour parler aux autres. Tu vois. Quand tu vends des programmes, tu vends beaucoup plus et tu transformes beaucoup plus de gens quand tu t'adresses à tout le monde. Non mais moi je l'avais trouvé justement intéressante cette première vidéo, il y avait aussi pour parler du régime en disant que c'était pas efficace le régime et que valait mieux avoir un mode de vie sain sur le long terme, et ça c'était intéressant. C'est pareil, mine de rien, 2012 c'était assez précurseur je trouve, mais je m'en suis rendu compte dans le train, hein, je n'avais même pas pris conscience de ça parce que moi je vous ai découvert en 2015 quand j'étais au lycée. Et, ça fait mal. Donc, je crois qu'on a 10 ans d'écart à peu près, pile. Je suis 98. 88 moi, lui 87. Je sais que c'est pas facile de se repérer parfois lorsque nous on a vécu le truc de l'intérieur, mais en 2015, c'était l'époque du on mange propre, on s'entraîne sale. Ça a duré longtemps, mais c'était le moment où il y avait le t-shirt, c'est le moment où il y avait la cuisine orange, je crois. Je sais pas si c'était c'était ça. Ouais. Vous n'avez pas de locaux à cette époque-là. Non, ouais, on n'avait même pas de bureau. Non, si, je crois qu'en 2015, on devait même pas avoir de bureau. Peut-être pas. Je pense pas, c'était souvent le même décor. Et maintenant, vous avez des locaux. Ouais, en fait, le bâtiment là. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 1 an. En fait, avant, on avait 2 autres endroits. On avait des bureaux. Pendant 4-5 ans, on a eu des bureaux sur Lyon et on avait un entrepôt sur Grenoble. Mais on y allait peu, tu vois. Sur Grenoble, on y allait une fois toutes les 2 semaines. C'était vraiment que la gestion vêtements et les shootings. Donc, on y allait que quand on avait vraiment quelque chose à faire là-bas. Et sur Lyon, moi, par contre, j'allais un peu plus sur les bureaux. Alex aussi un petit peu. Où là, par contre, on bossait avec les personnes là, tu vois, qui bossent sur les réseaux sociaux, qui répondent aux clients, qui gèrent les mails, qui gèrent les commandes, etc. Et depuis 1 an, en fait, on a un peu plus d'1 an, on a souhaité un peu tout regrouper. Donc, toi, ça fait un peu plus d'1 an là qu'on a acheté ici. Temps de faire un peu de travaux et tout. Ouais, vous avez tout, vous avez la salle, vous avez les lights pour tourner. Ouais. On a le studio photo pour faire les photos. Il est où? Là, juste là. Ah d'accord, oui. On a les bureaux en haut, cuisine en haut, la douche, vestiaire et tout ce qu'il faut. Non, c'est cool et ça a changé un truc dans votre façon de travailler. Niveau productivité, je pense que regrouper tout au même endroit et pas avoir à faire appel à des prestataires pour faire des photos, des shootings. C'est plus facile, on est quand même plus efficace et puis ça permet d'avoir plus d'idées parce que si tu as une idée, tout de suite tu peux la confronter à d'autres avis, à dire voilà, moi j'avais pensé à ça, vous en pensez quoi? Voilà, c'est quand même plus facile. On veut tourner une vidéo, il y a Jessim, tu vois, là qui tourne, qui est disponible ici, qui est soit en montage. Je lui dis, oh, viens, regarde, on va tourner là avec Grégoire, machin, hop, il met le setup, on peut tourner. Tu es plus réactif, on va dire. Tu parlais justement de la latéralité. Moi, c'est un projet qui m'a fait rire parce que c'est rire au bon sens, hein, au sens, putain, ils ont trouvé un truc en plus à faire parce que. Je se foutais de notre gueule. Non, c'est vrai. Ça m'a fait rire. Déjà, c'est une blague à 200 000 balles quand même. Non, parce que pour le coup, j'ai jamais vu ça en France. Et surtout que, encore une fois, moi j'ai entendu parler de ça il y a quelques mois dans une des vidéos et j'avais pas compris que c'était orienté sport en fait. Parce que là il y a un vrai côté sport et il y a un vrai côté transformation physique. Et parce qu'il y a eu des projets télé-réalité un petit peu faits sur YouTube où on essayait de recréer cet environnement-là, de mettre plein d'humains dans une même salle et de voir les réactions. Et en fait, j'avais pas compris le côté sport. Parce que du coup, vous avez transformé des gens pour. Ça, ils ont fait nous, on a les programmes Beauty Time et Wall qui sont sur 28 jours. Ils ont vraiment fait nos programmes
pendant 28 jours, c'est-à-dire ils allaient sport tous les matins. Et après, le but, c'était d'encadrer avec une télé-réalité le produit. Ils font une transformation physique. Et on va dire tout autour, il y a la télé-réalité. C'était pas juste faire une télé-réalité pour dire on veut des embrouilles, on veut des couples et voilà. Là, vraiment, l'idée, on voulait vraiment que ce soit basé sur du sport, sur une transformation physique. Bien sûr, on vend des programmes, donc on y a un intérêt derrière pour augmenter aussi la vente des programmes. Et après, leur mettre des activités, leur mettre des petits jeux, voilà, créer aussi quelque chose. Et la preuve que ça a bien fonctionné, bon, c'est pas sorti encore, mais tu vois, on a récemment, là, avant Noël, on a fait une petite soirée avec tous ceux qui ont fait la télé-réalité. Ils sont tous hyper amis. Il y en a qui s'entraînent maintenant ensemble, qui sont dans la même ville en France. On se revoit bientôt. Toi, ça a réussi à créer un bon truc. On a la chance qu'on a eu un bon groupe. Ils se sont bien donnés. Et c'est des gens de la vie de tous les jours, c'est pas des influenceurs ou... Non, c'est des inconnus de base. Okay. Bon, y en a une qui a fait de la télé-réalité déjà avant, qui est un petit peu connue. Après, nous, on a casté les gens, on a fait un casting classique, tu vois. On a cherché des gens avec des personnalités quand même atypiques ou qui n'étaient pas effacés, pas éteints. Parce que, bien sûr, le but d'une télé-réalité, c'est que ce soit divertissant, qu'il se passe des choses. Alors, en fait, c'est pompé sur aucune autre télé-réalité. Tu trouveras des ingrédients que tu trouves dans plusieurs télé-réalités, qu'on est allé chercher, ce qui nous plaisait un peu dans chaque télé-réalité. Ouais. Mais il n'y a aucune télé-réalité, tu ne pourras pas dire « Ah bah c'est ça du sport » ou « C'est ça du sport ». Ce n'est pas un truc à scandale, mais bien sûr qu'il y a des histoires. C'est un truc où on veut montrer un peu le dépassement de soi, l'entraide, tu vois, les côtés faciles, les difficultés de suivre un programme. Et puis vraiment tout ce qu'il y a dans la vie d'un groupe, quoi, tu vois. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose de bienveillant, qu'on puisse regarder en famille et que ce soit divertissant et en même temps motivant. Nous, je pense que depuis le temps, on essaye en tout cas d'être inspirant, d'inspirer dans le bon sens. Et on veut que nos candidats, ils inspirent aussi dans le bon sens. Donc, je pense qu'on a réussi en tout cas ce pari-là et maintenant, il ne reste plus qu'à le diffuser. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des embrouilles parce que je me dis, tu réunis, il y avait combien de participants? 12. 12. Oui, c'est obligé. Et en plus, ils sont en diète et ils mangent des flocons d'avoine le matin. Bah, voilà. Je me dis, bah, forcément, c'est clair que il y a eu des embrouilles. Il y a eu forcément pas mal d'histoires et tout, mais comme il l'a dit, on n'a pas fait exprès, je veux dire, de leur mettre une diète. Et ce que je veux dire, est-ce que tu l'as bien compris, c'est ce que tu fais au quotidien aussi, c'est que même ces gens-là, même dans la télé-réalité, le but, c'est pas de leur faire perdre le plus de poids possible. On pouvait leur faire perdre d'autres kilos encore en plus, juste en restreignant vraiment. Là, le but, c'était de leur inculquer un nouveau lifestyle et d'enseigner en fait aux gens qui regardent aussi, qui comprennent beaucoup de choses et qu'ils apprennent beaucoup de choses. C'est un peu, tu regardes une vidéo YouTube sur de la transformation physique, encadrée dans une télé-réalité. C'était un peu ça l'objectif. Donc, à la fin, ils ont changé physiquement. Ils n'ont pas tous, je veux dire, sur la balance, ils n'ont pas tous perdu un chiffre qui est incroyable. Mais par contre, quand tu prends les mensurations, tout le monde était choqué. Parce que c'est ça aussi, c'est remodeler le physique, c'est avoir un physique qui est différent. Voilà. Et c'est là, je pense, où, j'allais dire, on a été très fort. Je pense que c'est là où on est plutôt très satisfait. Et bon, je parlais de ça parce que je pense que ce qui vous caractérise aussi, c'est le fait de diversifier les projets. Et moi, c'est un truc, depuis que j'ai fini mes études pour mon projet, pour mes projets à moi, j'essaie de diversifier au maximum aussi ce que je fais, même parce que ça m'amuse plus en fait. Ouais, c'est clair. Mais en fait, nous, de base, c'est pour ça. C'est vrai qu'on s'amuse et surtout, on s'ennuie vite à faire toujours la même chose. Et le fait d'avoir plein de trucs comme ça, bah, à chaque fois que tu reviens sur un truc que tu as créé, bah, tu es toujours content, tu es toujours à fond parce que tu n'as pas cette lassitude-là. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué avec vous, c'est que vous avez une fierté, mais pas d'ego. Ou alors, on peut mettre les choses dans le sens inverse, mais dans le sens où vous n'hésitez pas à vous lancer dans un projet et rien connaître sur le sujet sur ce que vous faites. Comme tout le monde, après c'est le travail qu'il fait, on essaie aussi de bien s'entourer, tu vois. Il y a pas mal de projets où on n'était pas que tous les deux, où on s'entoure. Et puis après, bah, il y a plein de projets aussi où malheureusement, soit avant même de démarrer, on a dit on va arrêter, on annule parce que finalement on le sent pas. Ça peut arriver de se tromper. Je veux dire, il y a des fois, il y a un truc, on se dit ah putain, ça c'est une super idée. Commence un peu à creuser le truc. En fait, tu te dis ouais, non, je vais pas prendre de plaisir à vendre ça, ou je vais pas prendre de plaisir à faire ça, ou voilà. Et puis ouais, c'est de bien t'entourer. Quand le projet vraiment t'y croit, je pense que je veux dire, c'est beaucoup plus facile déjà pour vendre. Parce que tu vas beaucoup plus facilement convaincre quelqu'un si toi-même déjà le projet t'y croit vraiment. Pour toi, il a une vraie valeur ajoutée, va vraiment aider les gens. Comme tu parlais au début, le Panthéon Business Club, toi, c'est un truc où on y a réfléchi, machin, et on y croit. Donc peu importe ce que les gens vont nous dire, ouais, votre carte elle est trop chère, ouais, il y a trop de membres, ouais, il y a... En fait, on s'en fout. Je ne vais pas dire qu'on veut
qu'on a des œillères, qu'on n'écoute personne. Mais c'est des points sur lesquels on a déjà réfléchi pendant très longtemps avant de les annoncer. Ils ne soulèvent pas des nouvelles problématiques qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas déjà répondu pour nous. Donc en fait, et on y croit à 100% et on sait, je veux dire, on est persuadé, si demain on doit mettre sur la table, je veux dire, on parie tous à 100% que ça va marcher. Donc en fait, après, c'est beaucoup plus plaisant de bosser. Tu vois, on est une équipe de 8 quand même, donc c'est compliqué des fois de gérer des relations à 8. On a la chance que ça se passe bien parce que justement, tout le monde va dans la même direction. Et aussi, le truc, c'est que nous, on est entrepreneurs maintenant, tu vois. Bien sûr qu'on reste coach sportif, on fait toujours des programmes, on est toujours à fond. Et je pense que nos programmes, avec le temps, ils sont en plus de mieux en mieux ficelés, tu vois, peaufinés et tout. Mais c'est vrai que notre métier, vraiment, si tu devrais définir notre métier, c'est entrepreneur. Et entrepreneur, il n'y a pas d'études, il n'y a pas un diplôme d'entrepreneur, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que aussi, on est toujours dans des domaines qui sont un peu nouveaux pour nous, parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Et comme tu disais, vu qu'on aime entreprendre dans à chaque fois plein de domaines différents, ben c'est sûr qu'on va se confronter à chaque fois à des nouvelles problématiques, des nouveaux trucs. Mais c'est aussi ce qui nous fait kiffer et ce qui nous fait avancer. Et les gens qui nous suivent aussi, c'est ce qu'ils aiment, c'est le piment, c'est savoir ça va marcher, ça va pas marcher, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, par où ils vont s'y prendre, quelles galères ils vont avoir. Et voilà, et puis voilà, le métier d'entrepreneur, c'est vraiment régler des problèmes tout le temps et être face à des situations, devoir s'adapter. Et du coup, j'ai remarqué que vous avez pas mal lancé de projets, et puis moi je suis assez d'accord avec cette idée d'avoir pas mal de projets en même temps. Et j'ai remarqué que vous transmettiez pas beaucoup de peur, je trouvais, dans vos vidéos. Il n'y a pas un moment où j'ai senti beaucoup de peur, sauf une vidéo, c'était le combat en Thaïlande. Ah ouais, et c'est la seule fois où j'ai vraiment senti, j'ai vu le regard, la peur. Et je me suis demandé, parce que moi je suis pas mal l'UFC et le MMA, et je me suis demandé si en effet c'était peut-être la plus grosse peur que vous ayez eue sur 10 ans avec tout ce que vous avez pu faire au niveau même entrepreneurial. Est-ce que c'était ça ce qui donnait le plus peur, vraiment la peur du combat en fait? C'est dur de les hiérarchiser parce que c'est des peurs différentes. Tu vois, tu as la peur d'échouer dans des trucs, tu as la peur par rapport à ta famille et tout. Mais je veux dire, pour vraiment un moment précis, une expérience, ouais, c'était la pire parce que je pense qu'on n'a pas spécialement de phobie, on n'a pas spécialement peur de quelque chose au quotidien. Mais là, bah, tu dis, j'ai pas d'expérience, je monte sur un ring où le seul objectif, c'est de battre l'autre et lui, il a le même objectif. Donc, tu as le cœur qui est déjà très haut. On en parlait il n'y a pas longtemps. Là. On disait, bah, en fait, tu rentres déjà, tu as le cœur qui tape. Je pense que tu es à 150, 160. Tu n'as pas encore mis un coup, tu n'as pas encore pris un coup. Ça dure 3 minutes. C'est les 3 plus longues minutes de ta vie. Chaque seconde, je veux dire, tu te la refais dans ta tête. Je trouve que nous, on est grave fiers de l'avoir vécu. On ne refera pas, je pense. Mais grave fiers de l'avoir vécu. Et c'est un truc vraiment, je pense que c'était hyper prenant. Je veux dire, on est hyper fiers et ça te change un peu la vision. Et toi aussi, c'était… Ouais, non, c'est que je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et puis en plus de ça, on l'a annoncé à l'avance. Tu sais, il n'y avait pas de moyen de faire marche arrière. Il y avait les photos, il y avait… Il y avait les photos. On était annoncé dans toute l'île, en géant. En plus, on était placé en main event sur l'affiche, tu vois. En pay-per-view. Ouais, voilà. On s'est retrouvés tu sais, en Thaïlande, mais il y avait beaucoup de Français et beaucoup de Français qui sont venus nous voir. Donc, non, grosse pression. Surtout de se dire, bah ouais, tout le monde nous attend. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait du fait de… Je trouvais que c'était un trait de caractère que vous aviez de pas de vous lancer dans un truc même sans avoir toutes les capacités au début pour comprendre ce de quoi vous vous lancez. Et je trouvais que le combat, ça représentait pas mal ça, parce que vous avez eu, je crois, quelques semaines d'entraînement avant, donc pas énorme avant de se préparer pour un combat. Et je crois qu'Alex, il a commencé le combat avec un Superman Punch. Je crois qu'il a voulu coucher le gars dès le début. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ça représente un petit peu la personnalité. Ouais, carrément. Bah, si possible, tant qu'à faire, on fait tous les combos possibles, tu vois. Mais en fait, le coach, il nous avait dit, si vous voulez tenter des trucs, faites-le dès le début, parce que sinon après vous allez rien tenter, vous allez plus avoir l'esprit clair, ou soit vous allez mal le faire, soit vous allez donc tenter dès le début. Alors j'ai tenté les 2-3 gestes que je voulais, tu vois. Mais c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'on voyait un peu la personnalité à travers. Mais ouais, c'est une bonne vidéo, ça. Et je trouvais moi en tant que pour le coup youtubeur, parce que moi je me définirais plutôt comme un youtubeur. Parce que c'est vraiment ma plateforme préférée et j'ai quelques projets à côté, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et je trouvais que c'était ces vidéos-là le genre de vidéo où tu ressens la pression à travers la vidéo, c'est assez fort quand même quand tu arrives à faire ça. Ouais. Et c'est le genre de vidéo moi qui m'a fait ressentir la pression et qui m'a même donné des idées pour plus tard. Donc c'est le genre de truc où tu te découvres un petit peu, je pense aussi. Et… Grave, tu apprends beaucoup. Après, ça te permet aussi de gagner en confiance parce que
Bien sûr, on est grave content d'avoir gagné. Après, on l'a dit, on l'a répété, on n'est pas tombé contre des champions. Hein. Tu t'entraînes pas 2 semaines et tu vas pas éclater un champion de Thaïlande qui s'entraîne depuis qu'il a 7 ans. Mais ça reste des gens qui ont fait des dizaines et des dizaines de combats. Ils sont pas dans le même optique que nous. La victoire pour eux, elle est moins importante. Nous, tu y vas et en fait, tu poses tes couilles sur le ring et tu te dis, moi, je veux pas perdre. Mais même si on avait perdu, je veux dire, tu repars et je pense qu'on aurait été super fiers malgré tout. La victoire, c'est le petit plus, mais de se dire, j'ai osé monter. Nous, le seul truc en fait aussi qu'on avait peur, c'est de se faire balafrer. Tu vois, tu prends un impact coup de coude, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais ils font des combats en France, ils ont les coups d'hier ou ils ont les coups de genou interdits ou quoi. C'est différent, c'est-à-dire que là, même tu tombes contre quelqu'un sur le papier qui est pas ouf, ils essayent tous de mettre des coups de coude, ils essayent tous de mettre des coups de genou. T'en prends un sur le front, t'as une balafre comme ça, t'es boxeur professionnel, tu fais de la boxe taille depuis que t'as 8 ans, bon. Tu dis, ouais, je me suis fait ça à l'entraînement ou au match. Tu as fait un combat dans ta vie et tu as une balafre de 5 cm sur le front, ça fait un peu chier, tu vois. Donc nous, c'est un peu notre peur, tu vois. Non, mais même les combattants le disent aussi. Hein. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'UFC, mais il y avait Cyril Gane là, qui combat, qui disait coup de coude, ça coupe direct. Ah ouais, ça coupe en fait. Direct. Et les Thaïlandais, ils sont ils envoient que les coudes. Et nous, on les a vus passer comme ça. Hein. Oui, j'ai vu dans la vidéo. Ouais. Je crois qu'à un moment, ou alors c'est vous qui racontiez qu'il disait ça dans le couloir, mais ça m'a fait rire de voir ça. Mais du coup, ça, je pense que c'est une des expériences les plus marquantes peut-être des 10 dernières années. Parce que, mine de rien, ça va faire 10 ans. J'ai regardé la première vidéo, c'était en juin 2012. Donc en juin 2022, ça fera 10 ans. Donc pour moi, c'est un petit peu l'occasion de demander si est-ce qu'il y a eu une expérience parmi celles-ci qui vous a marqué, on va dire professionnellement au début, parce que je pense que personnellement, je crois savoir, mais professionnellement, c'est quoi la... Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué plus qu'un autre ou c'est juste le processus qui est agréable? C'est le processus. Après, si tu veux garder un moment vraiment intense, je pense que ouais, ça en fait partie. Ouais. Celui-là, je vois pas. Ouais. Je vois pas un moment où on a une adrénaline plus élevée que ça, une pression plus forte que ça. Parce que, tu sais, il y avait notre fierté aussi en jeu et je pense que c'est un des trucs les plus importants qu'on a. Et même professionnellement, parce que là, c'était l'adrénaline plutôt, mais moi, je me suis rendu compte, parce que je me suis lancé qu'il y a 2 ans, que en fait, avoir 10 000, 15 000, moi 100 000 abonnés maintenant, au début, ça m'a rendu heureux le premier jour, et puis après, je reprends la routine. C'est comme tout. Ça change pas ta vie. Ouais, c'est ça. Et j'en ai parlé avec des youtubeurs justement qui ont atteint des paliers un petit peu plus importants. Et du coup, vous confirmez aussi que le fait d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube, on se réveille et puis ça change pas grand-chose. Ça change rien du tout. Non, t'es content parce que c'est une concrétisation un petit peu de choses que tu avais anticipées, de choses que tu avais envie. Mais après, comme tu dis, derrière, ça reste qu'un chiffre, c'est pas... En plus, nous, c'était pas un objectif où on se disait on veut avoir 1 million, tout ça. On savait même pas que c'était possible. Donc c'est arrivé comme c'est arrivé. Quand on a reçu les trophées, on était content. Après, ce qui compte, c'est toujours, on veut toujours faire mieux, développer. Ah ouais, mais maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça. Tu vois. Non, c'était pas une finalité, loin de là. Mais c'est marrant parce que maintenant, moi je suis d'accord, je confirme à fond et je suis sûr que le jour où j'aurai les 500 000 ou le 1 million, je serai content, j'aurai un trophée, il y aura un peu peut-être un live, un moment avec les potes pour féliciter. Mais c'est vrai que ça me paraît bête maintenant de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, en fait, vraiment, je pensais que le jour où tu avais 100 000 ou 10 000 ou un palier en partant, t'es quelqu'un et c'est bon en fait. C'est fait, tu gardes ça ça te met dans un mood et tu n'arrives pas à descendre en dessous en fait. Je pensais vraiment que c'était comme ça. Et c'est bête maintenant parce que je vois la différence en 2 ans, comment j'ai évolué là-dessus, mais je pensais vraiment que c'était ça. Et même pareil pour, c'est con, mais les belles voitures, vous pouvez me confirmer que en fait, ça ne change pas grand-chose au quotidien. Parce qu'en fait, ça change un peu plus que le chiffre d'abonnés quand même. Non, c'est toujours un plaisir d'avoir des belles choses et tout, mais c'est comme tout, tu te lasses de tout. Le matériel, tu t'en lasses très rapidement, tu vas kiffer. Je pense que j'ai pris plus de kiff avec ma première, entre guillemets, jolie voiture qu'avec la dernière, alors que la dernière, elle valait 4 ou 5 fois le prix de la première, tu vois. Ah ouais. Mais quand on a acheté nos premiers cabriolets, c'était des voitures d'occasion à 20-25 000 euros, mais on était les rois du monde. C'est ça. Mais oui, ça me confirme ce que je pensais, mais c'est vrai que quand je me suis vraiment lancé, je pensais vraiment que c'était comme ça, quoi. Et c'est marrant de voir comment ça a changé, mais moi l'objectif, je me disais, un objectif en chiffres, une belle voiture, une belle maison. En fait, tout c'est des choses où on va dire tu t'habitues très vite, mais si on te les enlève, ça te fait bien chier quand même. Ouais. Non, c'est vrai, c'est comme ça aussi que je le vois. Et d'ailleurs, quand j'ai eu les 100 000, je me suis dit, maintenant j'ai quelque chose à perdre. Ça te donne aussi une pression parce que tu as accumulé des choses et tu as peur de les perdre après qu'on te les prenne aussi. Bien sûr. Et il y a un truc sur lequel vous avez plus d'expérience que moi, c'est de devenir parent.
Est-ce que ça, pour le coup, parce que ça c'est pareil, de mon point de vue, tout le monde dit le jour où j'ai eu mon enfant, tout a changé. Le jour où je l'ai vu, le lendemain, j'étais vraiment pas la même personne. Est-ce que vous, ça a été un peu comme ça ou... Moi, je dirais pas du jour au lendemain. Je trouve qu'il faut quelques temps pour bien réaliser, bien comprendre. Mais bien sûr que ça change ta vie dans le sens où bah, tu ne penses plus qu'à toi. Je veux dire, même si tu es en couple, même si tu es marié, tu te rends compte que, en fait, je veux dire, inconsciemment, c'est toi et ta personne avant tout parce que tu penses à ton bien-être, ok, tu vas penser à celui de l'autre, mais finalement, l'autre personne, elle va être pareille et du coup, ça reste quand même vachement individualiste. Voilà, tu étais content, mais tu as peu de contraintes, tu as peu de moments où, ok, qui c'est qui se lève à 3 h du mat pour aller donner le biberon. En fait, du coup, donc déjà dans le couple, c'est beaucoup plus simple. Et là, boum, tu as un bébé, donc ça met des contraintes au niveau du couple. Donc c'est aussi là où tu apprends un peu à mieux te connaître, je trouve. Je pense que tu peux passer 10 ans avec une femme ou un homme et que tout se passe bien et tu passes 1 an avec des enfants et ça devient très galère. Tu vois, je pense que ça génère d'autres choses, la fatigue, etc. Et puis surtout, tu te dis, en fait, tu changes ta vision des choses. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais réussir, c'était un peu pour toi, pour tes parents, pour tes sœurs, tes frères et sœurs, machin, ta femme ou ton mari, mais c'est pas la même chose. Tes enfants, tu veux vraiment leur léguer quelque chose et c'est une continuité de toi, c'est ton sang, c'est un lien, je veux dire, qu'on dit qui est vraiment, qui change. Et quand tu dis, les gens... Vaut mieux avoir, enfin c'est encore que mon point de vue, parce qu'il y en a bien sûr c'est pas le cas, mais vaut mieux avoir des enfants et avoir peu d'argent par exemple, c'est un peu ce qu'on compare, qu'avoir beaucoup d'argent et pas d'enfants pour moi. Oui, ça t'apporte énormément, mais ça te pompe aussi énormément d'énergie. Hein. C'est énorme, c'est incroyablement prenant les enfants. Après ça dépend des enfants aussi, nous on en a eu 2 en plus rapprochés. Mais c'est... Une semaine d'écart, c'est ça, le premier enfant? C'était total hasard. Parce que la première voiture, vous l'avez vue ensemble aussi. Ouais, mais ça, c'était pas un hasard. Fait exprès, ça. Oui, bah oui, ça c'était fait exprès. Mais après, tout ce qui est business et tout, bah, souvent, bah, ça va ensemble. Je veux dire, on est associés à 50-50. Donc, quand on prend une décision, qu'on veut acheter des voitures ou quoi, bah, en général, on est très d'accord là-dessus. Et donc, on va le faire en même temps. Les enfants, ça aurait pu être un truc... je pense que ça arrive, des gens qui s'organisent, qui se disent bon, bah là, il est temps, c'est mieux si on le fait en même temps. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, on s'est concerté. Mais du coup, ça a changé quelque chose dans votre vie cette fois-ci, d'entrepreneur cette fois-ci? Ouais, je pense qu'on a vraiment. C'était une chance que ça tombe en même temps. Parce que je pense que c'est dur de comprendre quand t'es pas parent, quand t'es pas père, les problèmes des autres. Hein. C'est toujours comme ça. Si tu vis pas le problème de la personne, tu peux pas savoir à quel point c'est prenant ou difficile. Je pense pendant 2 ans, on a continué de bosser et tout, hein, bien sûr, mais t'es un petit peu moins, on va dire, à fond dedans, parce que ta tête, elle est quand même prise, tu dors moins. Déjà, quand tu dors pas la nuit, tu te réveilles plusieurs fois, c'est compliqué. Alex, il a eu des enfants, la nuit, c'était compliqué. Je veux dire, moi, même si c'était plutôt cool, bah, tu sais que le premier, par exemple, il met quand même 6 mois à faire ses nuits. Pendant 6 mois, je suis un gros dormeur, ma femme aussi, tu te réveilles le matin, tu te dis, il y a la journée à faire maintenant, c'est hardcore, tu vois. Et donc, bah, tu as aussi d'autres choses. Donc après, on était parti un peu sur d'autres projets. Tu vois, malgré tout, quand même là, on en a profité pour faire le truc en Thaïlande. En fait, on en a profité un peu pour plus faire aussi peut-être des choses qui nous kiffaient et un peu moins dans l'objectif vraiment business, moyen, long terme. On était un peu plus dans du court terme, tu vois. Et même, tu vois, pour YouTube, on a fait cette série-là, c'était pas pour créer du contenu et rapporter une plus-value, un truc nouveau, tout ça. On l'a filmé parce qu'on savait que c'était une expérience de fou, mais on l'a fait pour nous, cette expérience, tu vois. C'était à un moment donné, pendant ces 2 ans, presque 3, là, comme il a dit PJ, on ne s'est pas focalisé sur le contenu et sur créer du contenu. Vraiment, on a nos business qui tournaient, tout ça. Maintenant, on y revient, 2022, on veut vraiment créer du contenu, tout ça. Mais pendant 2-3 ans, on a fait plein de trucs. Et ce qu'on devait faire, ce qu'on se devait de faire, pour nous, pour nos familles, etc. Et maintenant, il est temps de relancer la machine. On avait acheté une maison aussi de chaque côté, on a investi un petit peu, qu'on a raconté un peu notamment par rapport au Panthéon, mais on avait investi aussi un petit peu dans l'IMO, crypto, bourse. Donc c'est vrai qu'en fait, on s'était un peu diversifié sur des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais que nous aussi, qui nous faisaient plaisir à ce moment-là. Et du coup, bah, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, après le fait qu'on achète cet entrepôt, qu'on puisse un peu se retrouver, ça a redonné aussi un élan. On a envie de faire plus de vidéos. C'est plus facile de tourner ici parce que bah, je t'en parlais en off, mais tu as vu, quand tu es dans une salle de sport, des fois c'est compliqué de filmer parce que nous, on est obligé de filmer en salle. Tu ne peux pas forcément te mettre torse nu, tu ne peux pas filmer quelqu'un d'autre. S'il y a de la musique, c'est compliqué parce que c'est pas libre de droit YouTube. Maintenant qu'on a ici, on fait ce qu'on veut, si on veut mettre de la musique ou pas, si on veut, voilà, on peut vraiment gérer comme on veut, donc c'est une chance, tu vois, et ça nous a redonné un élan. Est-ce qu'il y a eu aussi, parmi les destinations que vous avez vues, il y a eu un pays en particulier? Je sais que vous êtes allé à Tahiti. Donc moi, c'est Tahiti. Ah, c'est Tahiti que tu allais dire? Un pays qui vous a marqué en particulier? Moi, c'est compliqué. Je vois pourquoi il dit Tahiti, parce que, mais
j'arriverai pas à dire parce que je trouve que ça dépend tellement de choses. Tahiti, plus le côté quand même vacances, c'est beau, on a été à Montréal et tout machin, c'est magnifique, mais en même temps on a kiffé LA, plus pour côté un petit peu business, tu vois, on traîne beaucoup avec Jamo là-bas qui est un ami qui est youtubeur muscu aussi. Tu sais, on a fait Bali, j'ai kiffé, on a fait même la Nouvelle-Zélande, c'était ouf. Enfin, tu vois, on a fait pas mal d'endroits et je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on a bien kiffé. Après, Tahiti pour le côté vacances, moi j'ai fait les Maldives aussi, bah, c'est pareil, c'est paradisiaque. Je rêve pas de vivre aux Maldives, tu vois, c'est paradisiaque, si je peux y aller une fois par an, machin, c'est cool. Je rêve pas d'y vivre, pour moi c'est un cas de vacances, tu vois, c'est différent. Et Tahiti, pour toi du coup? Moi, alors, toute une vie, je sais pas. Ouais, non, c'est carrément différent. Bah, moi, j'y ai vécu 4 ans, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Et quand je dis aux autres que je m'y vois pas vivre, mais plutôt passer du temps en vacances, bah, ça paraît bizarre parce qu'ils disent il y a le soleil, il y a tout, mais je sais pas, j'aime bien aussi être connecté à la France, me sentir dans un grand pays aussi pour avoir plus d'ambition. Je me sens plus ambitieux en France, par exemple. Ouais, je pense qu'il y a ça. Ouais, Il y a ça joue. aussi, bien sûr. Bien sûr, mais après, je te parle vraiment juste. Ouais, vacances. Ouais, moi, j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé. Après, moi, j'aime spécialement les îles, en général, et où il fait beau, il fait chaud. Le seul petit inconvénient, il faisait nuit assez tôt, mais ça me gêne pas tant que ça, tu vois. Ça me gêne pas tant que ça, parce que voilà, on se lève tôt, la journée, elle est longue, et au final, maintenant, je fais partie des gens qui se couchent très tôt, donc. Ah ouais, c'est la Yes Life. Je sais pas si c'est la Yes Life, c'est la Papa Life, hein. Ah ouais. Surtout. Et du coup, concernant aussi le côté entrepreneuriat, il y avait un truc que j'ai découvert, c'est que il n'y a pas cette notion de retraite qu'on va avoir forcément à un certain âge. J'ai remarqué que pour ceux qui marchaient bien, les entrepreneurs, c'était plutôt une notion, c'était un peu comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils faisaient énormément d'efforts sur une courte durée. Et après, s'ils avaient bien investi de manière stratégique, qu'ils avaient fait les bons choix, ils pouvaient ensuite prendre leur retraite à parfois des âges qui font envie comme ça lorsqu'on les dit. C'est carrément le but. 40, 45, même certains plus tôt. Vous, j'imagine que, en théorie, si vous le vouliez, vous pourriez peut-être prendre votre retraite dans quelques années ou peut-être même maintenant en fonction de ce que vous avez fait pour l'instant. Mais on parlait du processus tout à l'heure. Est-ce que vous voyez prendre votre retraite à un âge où vous avez déterminé Je suis même pas sûr un jour qu'on prendrait vraiment notre retraite. En même temps, nous, ce qu'on dit aux gens, on a la chance, c'est que je pense que ça fait 10 ans, on n'a jamais travaillé et en même temps, ça fait 10 ans, on n'a jamais été en vacances. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aime, comme on aime. Ça peut arriver que des fois, on aurait pu gagner plus d'argent en faisant différemment, mais on préférait faire comme on avait envie de faire nous. Et voilà, donc après, c'est prenant, les réseaux sociaux notamment. Bah, tu vois, quand tu es sur YouTube, tu es sur les réseaux sociaux, tu es un peu constamment aussi obligé de poster, de garder le truc. Tu vois, le fait que là, pendant 2 ans et demi, 3 ans, on était un peu moins présent, on a aussi perdu un petit peu d'engouement auprès des gens. Donc, tu es très vite pénalisé, on va dire, si tu baisses un petit peu la charge de travail. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment la notion de bosser. Et qu'est-ce que c'est le travail? C'est-à-dire que du moment qu'après, imagine, tu as investi dans l'IMO, la crypto ou quoi. Est-ce que c'est bosser de trader sur ton ordinateur? Est-ce que d'aller visiter un immeuble, de l'acheter, de le mettre en gestion par une agence, est-ce que c'est vraiment bosser? Je pense pas. Et en même temps, tous les mois, tu vois, tu vas toucher les loyers et tout. Donc, je trouve que se dire vraiment un jour faire plus rien, je pense pas. Je pense qu'on s'ennuierait. Et en plus, je pense, ouais, ça me ferait pas rêver. Non, même ça se ressent, mais je me posais la question parce que je sais que certains, c'est un objectif, ils se disent je vais travailler énormément sur 10-15 ans et puis ensuite je vais prendre une retraite avancée. Mais ouais, je ne le ressentais pas forcément pour vous. Je trouvais que même vous répondiez super vite aux mails. J'étais assez sur PJ, c'était toi qui me répondais. Et en 2 heures, tu répondais aux mails. Ça se voit, vous avez encore faim. C'est la fin de. Bah, tu sais, les mails, c'est quand même, je trouve que c'est quand même facile. Tu sais, il y a des gens, je veux dire, tu leur proposes des trucs, je pense, qui peuvent être intéressants, et ils répondent 3 jours après. Alors déjà. Je crois que j'ai répondu 3 jours après, moi. Voilà. Mais tu m'as relancé. Et après c'est bon. Mais on va expliquer pourquoi je t'ai contacté et tout. Mais en fait, c'est juste que. Ouais, en plus, je t'ai relancé. Hein. Mais en fait, c'est juste qu'après, voilà, non, mais ça peut arriver. Un mail, il passe à travers. Bien sûr que nous, il y a des gens qui nous envoient des mails, on ne répond pas tout de suite. Mais imaginons, je veux dire, on se met en contact. Et je te réponds que 3 jours après alors que tu m'as déjà répondu une fois. Non, je t'ai proposé quelque chose, tu m'as répondu. Je veux dire, je regarde les mails, tu regardes plusieurs fois par jour. Tu vois, ce serait absurde, je veux dire, de répondre que 3 jours et tu mets 3 jours. À un moment donné, si tu as envie, je veux dire, c'est facile. Et tu traites tes mails par priorité. Ça, c'est important que je réponde tout de suite. Et c'est sûr que les trucs qui sont moins importants, bah, tu réponds un peu plus tard. Et voilà, mais tu fais pas tes mails une fois par semaine. Enfin, je veux dire, je comprends pas les gens qui font ça. Mais il y avait ce côté-là que, bah, on parlait tout à l'heure des qualités, hein, on peut dire pour entreprendre, mais même si pour moi j'ai l'impression que plus je grandis, plus je me rends compte qu'il y a des profils extrêmement différents, mais il y a quand même des qualités, je trouve, importantes. Et par exemple, cette notion d'avoir faim, même si c'est un peu difficile à expliquer, même ça se transmet pas forcément. J'ai l'impression que c'est un peu dans les personnes aussi, ouais, dans les gènes. Pas si je pense que ouais, c'est quand même
on va dire, le critère Ouais. essentiel pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir faim. Hein. Si tu n'as pas faim. À mon avis, si tu n'as pas ça, tu n'entreprends pas. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on Tu peux avoir tous les sous que tu veux pour investir de base, tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu n'as pas un minimum, tu vois, cette détermination, cette envie, cette faim, comme tu dis, à mon avis, tu ne réussis pas dans l'entrepreneuriat. Ouais, et d'où l'intérêt de faire du sport aussi, parce que moi, par exemple, je ne savais pas que j'avais faim, que j'ai cette faim pour plein de domaines dans la vie, en fait, mais je l'ai découverte avec le sport. Exactement. Avec Et en fait, c'est pour ça que dans le Panthéon, nous, on a voulu mettre en avant ce côté sport, lifestyle, mindset, tu vois, que les gens aient une hygiène de vie qui colle avec l'entrepreneuriat, parce que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir un mental de guerrier, tu vois, un mental de guerrier, bah, c'est sur le terrain, et notre terrain à nous, c'est la salle. Donc c'est s'entraîner, dépasser un peu, tu vois, les difficultés, les douleurs, l'envie, parce que tu n'as pas envie tous les jours d'aller t'entraîner, tu n'as pas envie de pousser des charges, être échauffé, etc., 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 tu vois. Et en fait, ça te met une rigueur, tu vois, une assiduité, parce que si tu veux avoir un corps, un physique, il faut de l'assiduité. Tu peux être le mec qui a le plus faim du monde, le plus fin du monde. Je ne sais même plus parler français, mais tu peux avoir la dalle de fou et puis tu vas aller t'entraîner comme un malade, mais 3 fois par mois, ça ne sert à rien. C'est l'assiduité, c'est tous les jours. Être régulier, te lever tous les matins, faire ce que tu as à faire, manger correctement, t'entraîner, tout ça. Si tu arrives à avoir cette rigueur à l'entraînement, tu peux la transposer sur le… Ça te donne un mindset. Ouais, après, tu fais la même chose dans ton business. Si tu apprends à être régulier, des fois on s'entraîne à 5 h du mat. Je veux dire, quand tu t'arrives à te lever avant 5 h pour t'entraîner à 5 h, je veux dire, après, quand tu te lèves à 5 h pour le boulot, tu trouves ça limite facile parce que tu n'as vraiment pas envie de faire du squat à 5 h 15 du matin. Mais quand après, on était en tournage toute la journée et que tu sais que bah, pendant toute la semaine, tu ne pourras pas t'entraîner sinon. Je ne dis pas qu'on le fait tous les jours et qu'on s'entraîne 2 heures tous les jours, mais tu es obligé de t'imposer quand même un minimum de rigueur. Et c'est même pas tu te poses la question, tu te dis, je me lève et je vais le faire, c'est tout, point final. Et une fois que tu t'es dit ça, en vrai, comme il disait, du moment qu'en fait, tu intègres petit à petit ce mindset, après, ça devient tout plus facile. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, 2012, on parle toujours du mot lifestyle. C'est un vrai lifestyle que vous devez avoir. Et ça se transpose dans plein de choses. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement d'ailleurs ce que disait le fondateur de Gymshark, Ben Francis. C'était un étudiant que je le mets pas mal en avant parce que je trouve ça inspirant qu'il y ait un étudiant qui ait créé sa marque. Et en fait, pareil, il disait, j'ai trouvé ma discipline à la salle de sport. Je ne l'avais pas avant, je ne l'avais pas avec l'école par exemple. J'ai trouvé ma discipline et après j'avais juste à la répliquer sur mon activité. Mais il y a un côté un peu magique avec la salle de musculation où on se trouve plein de choses. En fait, je pensais pas. Moi, j'ai jamais été un grand sportif, par exemple au lycée. Et je pensais que j'étais pas ce gars sportif justement. Et je me suis trouvé plein de trucs dans la salle de sport. Et c'est pour ça que je garde un bon souvenir de l'époque où je me suis mis sur le YouTube Fitness et que j'ai découvert plein de vidéos et tout le monde de la salle de sport parce que ouais, on y trouve plein de trucs en fait. Tu prends de la confiance en toi, tu te rends compte que des fois tu te dis putain je vais jamais réussir à faire 10 reps avec telle charge et 2 mois après tu y arrives et tu te dis en fait il y a 2 mois j'avais pas confiance mais avec un peu de travail j'y arrive et du coup tu développes la confiance en toi et c'est comme ça que ça marche. C'est bien parce que tu as le retour sur investissement en plus, c'est-à-dire ton physique tu le vois tout de suite changer, si tu es assidu, tu t'entraînes bien, c'est-à-dire que tu es un minimum intelligent, soit tu t'entoures bien comme dans le business, c'est-à-dire tu vas aller chercher les meilleurs programmes, par exemple ceux d'Alex et PJ de Body Time. Au hasard. Au hasard. Tu t'entoures des meilleures personnes. Tu vas t'entraîner tous les jours en donnant vraiment de ta personne. C'est impossible que ton physique il évolue pas. Ton physique il va évoluer. Tu te dis j'ai pas fait tout ça pour rien. Tu retournes à la salle, ça te motive d'autant plus. Et tu prends de l'assurance parce que tu as un physique de mieux en mieux. Tu te sens de mieux en mieux dans ta peau. C'est vraiment un cercle vertueux. Je pense que, en tout cas, actuellement, tous les grands entrepreneurs ils sont sportifs. Ouais, non, mais même ils sont à la salle de sport. Il y a un truc à la comme salle ça. de sport, à la muscu, parce que c'est vraiment faire du sport, parce qu'on c'est pas un loisir. Peu de gens prennent plaisir vraiment, même nous, hein, on ne prend pas plaisir à être sous une barre à forcer. Le plaisir, il vient après, quand tu as la satisfaction d'avoir fini ta séance, quand tu as réussi à pousser une nouvelle charge, quand tu as réussi à dépasser quelque chose, tu vois, une perf que tu n'arrivais pas à faire. Parce que la salle de sport, c'est vraiment ingrat. Tu perds très vite. Tu mets du temps à grappiller des grammes de muscles. Tu vois, donc en fait, si tu y arrives là-dedans, tu y arriveras dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, et c'est exactement ce que je disais que Rick Flag, pareil, comme moi, pas très sportif jeune, il commence à se lancer dans la musculation. Il se rend compte que s'il mélange tout ce qu'il faut,
s'il mélange les connaissances avec la pratique, il va réussir. Et puis ensuite, il a fait ça pareil dans YouTube et puis dans tous les autres domaines. Mais c'est pour ça qu'il y a un lien avec la musculation et l'entrepreneuriat que je trouve qu'il y a rarement dans d'autres disciplines. Et même tous les… Ouais, j'ai rarement vu des personnes qui m'inspirent vraiment sur YouTube ou qui ont lancé des trucs inspirants qui n'ont pas un sport comme ça. Et c'est souvent la musculation d'ailleurs. Ouais. Et on parlait justement de votre dernier projet en date. Ça fait quelques mois que vous êtes dessus. Ouais. C'était le Panthéon Business Club du coup. C'est ça, c'est lancé ça en ligne. Oui, c'est ça. Là, au moment où on tourne, c'est 3 jours après le lancement. Ouais. C'est ça. Et je précise quand même que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Parce que du coup, c'est comme ça que j'ai reçu ton mail. Tu m'avais proposé de faire une vidéo où vous avez contacté pas mal de youtubeurs pour mettre en avant le projet. Ouais, exactement. Et moi, comme mon audience, c'est plutôt des étudiants et c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est investissement, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui touche autour de ce monde, ça me paraissait difficile d'en parler en seulement 2 minutes parce que c'est souvent ce que je fais sur YouTube. Et du coup, je précise quand même que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais que c'était cool pour moi de proposer de plutôt avoir une longue discussion comme ça pour pouvoir parler de… En fait, c'était vachement honnête de ta part. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, moi je contacte comme ça, je regarde un peu sur YouTube, je tombe sur ta vidéo là qu'on parlait, tu vois, où tu parles de tes sources de revenus et tout. Et je me dis, c'est bien, il est plus jeune que nous, il touche une communauté ainsi un petit peu différente. Donc je te dis, ouais, voilà, nous on lance ça. J'aimerais bien que tu fasses partie du club et en échange, est-ce que tu pourras en parler un petit peu sur YouTube, etc. Et tu me réponds de manière très honnête, tu me dis voilà, moi je suis pas sûr que j'arrive comme ça en 2 minutes à bien te résumer le projet et à le vendre. Par contre, moi ça fait un petit moment que je vous suis, donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Depuis 2015, j'ai regardé des vidéos et tout, ce serait cool, plus en mode un peu interview, etc. Et donc je dis avec plaisir, on a calé une date. T'es venu ici et voilà, c'est la première fois qu'on se rencontrait, mais c'était cool. Voilà, c'est pour préciser quand même, parce que moi, mon intérêt, c'est de vulgariser, c'est un petit peu ce que je fais sur YouTube. Et donc ce projet me paraissait intéressant quand même, parce qu'il y a ce côté aussi vulgarisé, parce que c'est encore nouveau en France, les crypto-monnaies, les NFT, c'est des mots qui font peur, qui me faisaient peur il y a encore 12 mois, parce que je ne connaissais pas trop, et encore, je suis encore un grand débutant, mais je me suis un petit peu intéressé quand même sur le sujet. Et je trouvais que vous, comme vous étiez encore un peu précurseur sur le sujet en France, ça forçait les gens à s'intéresser aux NFT, aux crypto-monnaies, parce que dans tous les cas, si on veut rejoindre le club, il faut de l'Ether, et donc il faut s'intéresser à ça. Yes. Voilà. Et rien que sur le site, je suis allé sur le site et il y avait des tutoriels pour comment se créer un compte MetaMask. Et ça, par exemple, c'est pas facile à trouver qu'on parle que français, par exemple, et qu'on peut pas trouver ça avec des youtubeurs anglophones. Donc rien que pour ça, en fait, je trouvais ça intéressant. Ouais. Mais en fait, tu l'as bien résumé, c'est-à-dire on a voulu créer un club d'entrepreneurs français et ça faisait un moment qu'on l'avait avec des formations avec différentes personnes dans l'IMO, la crypto, etc. Et après surtout des événements. Et de base, on allait le faire forcément sur un site paiement CB. En fait, la problématique un petit peu que tu as, c'est que si tu achètes, qu'est-ce qui empêche que tu le passes à ton cousin, à ton voisin, à machin, diffuser un peu les contenus, c'était un peu compliqué. Et en fait, ça fait maintenant plusieurs mois que ça existe, la technologie des NFT, enfin la blockchain, machin, et on s'est rapproché quand même de 5 personnes, c'est-à-dire qu'on est associé à 8 personnes. On est associé avec 8 personnes, enfin 6 personnes plus nous sur ce projet-là parce que il fallait vraiment des experts aussi dans ce domaine-là, notamment tout ce qui est blockchain, etc. Et en fait, on s'est dit, là, on arrive à avoir 2 choses. C'est-à-dire que les NFT, c'est actuel et surtout, ça va être l'avenir. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ça va être l'avenir. Demain, vous irez acheter un produit de luxe, il sera associé à un NFT. C'est-à-dire que ce sera impossible de faire de la contrefaçon. Demain, tu vas vouloir vendre un produit de luxe. Imaginons, tu as un pull Bodytime de luxe, tu veux le revendre sur Internet. J'allais dire ta marque, mais je dis Gymshark, non, c'est mieux Bodytime. Tu vas vouloir le revendre sur Internet, les gens vont te demander le code NFT, donc je rigole, mais pas pour des produits, on va dire, moyenne gamme, mais pour les produits de luxe, ce sera comme ça. Tu voudras revendre une montre très haut de gamme, ils vont te dire, écoute, je veux le NFT pour être sûr. Donc en fait, ça va être tous les tickets d'avion, ce seront des NFT. Ça veut juste dire qu'en fait, c'est un truc qui est infalsifiable, c'est écrit sur la blockchain, personne ne peut le voler, personne ne peut le pirater, personne ne peut mentir en quoi que ce soit là-dessus, on sait tous ce que c'est. Donc en fait, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, c'est décentralisé, il n'y a personne qui a la main dessus, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et nous, on s'est dit, on arrive à accumuler comme ça ces 2 points. C'est un gros point fort. On savait qu'on allait vendre beaucoup moins en partant de ce principe-là. Mais qu'est-ce qui est le mieux? C'est parier sur l'avenir, être dans les précurseurs, faire un truc qui te fait kiffer et de se dire, on est parmi les premiers, on va peut-être aider un peu des Français à comprendre tout ça et faire un truc qui nous fait plaisir, ou vouloir faire un peu plus de sous, mais rester entre guillemets un peu dans l'ancien monde. Nous, on a vite fait le choix. Tu vois. Comme on l'a dit, notre kiff aussi, c'est d'innover. Et je pense que toutes les cartes de membres dans le futur seront des NFT parce que c'est le web 3.0 et on est dedans. On est au début et ça va se développer partout dans tous les secteurs.
Ouais, même cette notion de Web 3.0, je pense que c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup sur YouTube en France. Donc même en fait, pour ça, en tant que vraiment personne qui a envie de vulgariser le max d'informations, bah, je trouvais ça cool d'entendre parler de ça. Et ouais, je pense que c'est un des premiers projets là-dessus. Ouais, c'est un des premiers projets français où le NFT a une vraie utilité. C'est-à-dire que tous les autres projets NFT… C'est pas une image. Alors, Ouais. ça en est une, mais c'est juste parce que le NFT, il a un visuel, tu vois, quel qu'il soit, mais c'est pas à but artistique, c'est pas une œuvre d'art numérique, c'est une carte de membre. Alors, elles sont toutes uniques parce que les NFT, c'est des jetons qui sont uniques. Donc elles sont toutes uniques comme tous les NFT, sauf que c'est vraiment une carte de membre qui te donne accès à plein d'avantages, plein de formations. Donc comme on l'a dit, vu que c'est un club d'entrepreneurs, on essaie d'avoir le plus possible de formations pertinentes pour les entrepreneurs pour se diversifier. Donc tu vois, on a dit immobilier, e-commerce, commerce physique, crypto, tout ce que fiscalité, optimisation, Franchise, levée de fonds, fiscalité, vraiment tout ce que tu peux, tout ce dont tu peux avoir besoin quand tu es un entrepreneur. Un carnet d'adresses, parce que pour entreprendre, il faut un bon carnet d'adresses, il faut bien s'entourer, donc validé par nous. Un carnet d'adresses dans lequel les membres peuvent proposer leurs compétences, leur plus-value. Tu vois, si toi, demain, tu sais faire quelque chose et que tu peux aider les membres de la communauté, on peut t'intégrer au carnet d'adresses. Et la troisième chose, la plus importante, c'était de créer des gros événements avec de la plus-value, avec des intervenants, des conférenciers qui viennent apporter de la valeur, motiver. Et au sein de ces événements-là, le but, c'est que les gens se rencontrent aussi, qu'il y ait des connexions, des synergies, des associations, que les gens montent des business et que nous, on soit aussi en quelque sorte derrière tout ça pour faire monter le club. Nous, notre spécialité, ça reste le sport au sein du club. On est juste à l'initiative de ce club-là, mais après, on n'est pas les formateurs boss ou quoi que ce soit. On est juste, nous, experts fitness, musculation, lifestyle. On a experts IMO, experts crypto, experts e-commerce, experts, tu vois. Et le but, c'est d'avoir les meilleurs dans chaque domaine. Et on a de la chance de les avoir. En tout cas, tous les domaines qu'on a sélectionnés, on a de la chance d'avoir les meilleurs et d'avoir un lancement qui s'est super bien passé, des gens qui sont super contents. Et on n'est qu'au début de l'aventure là. À terme, on sera 8888 dans le club et je pense qu'on va faire beaucoup de bruit. Et tu vois, juste pour rebondir sur les événements, j'avais pris le téléphone, c'est pour dire que l'événement, en fait, ton NFT sera juste ta carte d'accès. Tu montreras ton NFT et tu pourras avoir directement en fait, accès. La même chose sur le site internet, en fait, c'est au lieu de rentrer vos mails et votre mot de passe, vous pouvez accéder en fait, directement via votre carte NFT. Donc, gros point fort, comme je disais, c'est que ça sécurise la chose. Ceux qui ne connaissent pas trop blockchain, NFT et tout, c'est normal, ça reste quand même encore assez novateur. Il faut juste prendre le temps, en fait, tous les jours d'aller un petit peu regarder, c'est pas se prendre la tête et c'est de pas vous plonger pendant 4 heures dessus parce que franchement il y a tellement d'informations, on pète des câbles. Mais voilà, de prendre un petit peu tous les jours, de suivre un petit peu le mouvement. Et aussi, un des points forts, c'est que c'est revendable. Imagine-toi, tu t'achètes, tu participes aux événements, c'est-à-dire que tu la payes une fois la carte, donc c'est 0,5 Ether. L'équivalent là, au cours actuel, c'était à peu près à 1500 euros. Tu vas la payer une fois, tu vas avoir accès par exemple aux 3-4 événements là, sur l'année 2022. Imagine, tu repars vivre à Tahiti. Bah, tu sais que tu vas plus venir aux événements, peut-être tu as un peu suivi les formations, tu as peut-être décidé de revendre ta carte et là c'est possible. Donc nous on trouvait que c'est le gros point fort en fait par rapport à toutes les autres formations. Il y a beaucoup de formations, tu les payes 1500 euros, tu n'as pas d'événement et tu ne peux pas revendre. Nous on se dit pour le même prix on arrive à faire un truc où les gens ont accès à beaucoup d'événements et pour nous c'est vraiment la plus-value. C'est vraiment ça qui va faire la différence parce que tu peux donner toutes les cartes à quelqu'un, si tu ne le guides pas un petit peu, il ne va pas réussir forcément à bien savoir démarrer. Là imagine tu viens, on se rencontre à l'événement, tu dis voilà les gars j'aimerais démarrer sur YouTube. Comme nous, il y en a plein qui sont venus nous voir, mais même dans la rue ou quoi. Et tu donnes des fois 2-3 conseils. Tu dis, écoute, faire ta première vidéo, ouais, non, tu aurais dû faire ça, ça, ça. Et en fait, les gens après ils reviennent nous voir, ouais, c'était génial, les conseils. Et nous, c'est là où on se dit vraiment, il y a de la valeur ajoutée, on peut créer quelque chose de ouf. Et si un jour, bah voilà, tu as l'impression que tu n'as plus besoin de faire partie du club ou tu pars à l'étranger ou quoi, bah tu peux revendre. Donc je me dis, l'investissement, au final, il est quand même hyper rentable pour eux. Et nous, on est tellement sûr de la valeur du club et de ce qu'on va y apporter qu'en fait, on sait qu'on va s'y retrouver, tu vois. Non, c'est clair, plus on est formé sur les NFT, plus on comprend l'intérêt du club. Et moi, ce que je pourrais recommander en tant que personne qui vulgarise, c'est par exemple d'écouter Asher, d'écouter des personnes qui… vous en connaissez d'autres que vous pouvez citer qui
qui Bah, pourrait vulgariser également. Nous, on a la chance, dans le club, dans le PBC, on a justement Quentin Riviera qui est très très bon là-dessus et qui a fait vraiment toute une formation vraiment spécifique dans le club sur les NFT. Ça fait à peu près 3 heures où vraiment il détaille pour vraiment avoir les bases. Alors lui, il ne fait pas spécialement une vidéo YouTube, mais il a un site où justement il vend des formations aussi. Nous, dans le club, on a aussi Chantal Lang qui essaie justement aussi un petit peu de vulgariser justement par rapport à la crypto, à tout ça. Et après, ouais, tu l'as dit, je pense, Asher, et il y en a plein d'autres, hein, tu vois, il y a Investir en crypto qui essaie de faire aussi des choses un petit peu pour tout le monde, ouais, il y a pas mal de chaînes. Hein. Après, le truc, c'est que nous, on utilise cette technologie-là, mais tu n'es pas obligé de connaître la technologie NFT ou d'être super renseigné dessus pour faire partie du club. C'est juste la technologie que nous, on utilise pour vendre cette carte de membre, tu vois. Après, si toi, par contre, tu souhaites plus t'y connaître sur les NFT, apprendre sur les NFT, sur la blockchain, sur les cryptos, tout ça, bah, ça c'est dans le club carrément et avec les experts. On a un expert aussi bien sûr qui est dans notre équipe. C'est un expert crypto qui a développé le smart contract parce que on a tout fait en interne et qui est ultra calé, qui lui aussi fait régulièrement des lives pour la communauté. Il va nous faire une formation aussi. Donc, et puis bien sûr, on est en discussion encore avec plein d'autres personnes. Ok, oui, parce que c'est le début, ça reste le… Ouais. Voilà. Ok, non mais c'est intéressant et puis, non moi je disais ça pour vraiment comprendre parce que si on n'a pas un minimum de connaissances sur les NFT, on ne comprendra même pas l'intérêt en fait de passer par les NFT et pas faire un groupe privé Facebook bien sûr. comme En avant. fait, le résultat, il reste le même, juste tu as l'avantage que c'est encore mieux sécurisé et que si tu veux, tu peux le revendre. C'est les 2 points forts. Soit en plus. La sécurité et le fait de… Bah voilà, tu peux revendre, potentiellement ça peut prendre de la valeur. Si la vision de l'extérieur perçue du club augmente, ben, la carte prendra de la valeur. Bah après, moi j'avais compris l'intérêt parce que je me suis formé justement, mais c'est pour ça que je recommande de se former pour ensuite comprendre un petit peu mieux déjà ce que ça veut dire au moins les NFT et la blockchain. Ouais. Et comprendre que l'Ethereum c'est le moyen d'entrer et d'acheter ce NFT. Et donc en 2021, c'est ça votre ambition? C'est 2022, ouais. 2022, c'est de revenir sur YouTube fort, ouais. Et ça, et le club. Exactement. Exactement. Okay. Et la télé-réalité, bien sûr. La télé-réalité. Et les nouveaux programmes. Et un troisième enfant. Je rigole. Bon, bah, c'est bien, en tout cas, ça fait un beau programme. Et puis, bah, je pense que voilà, j'ai eu pas mal de retours d'expérience. Et puis, moi, je vous souhaite que du bon pour cette année. Merci à toi aussi. Meilleur, en tout cas. C'est super ce que tu as fait. Toi, tu veux quoi en 2022? Moi, c'est YouTube à fond. Combien d'abonnés à la fin de l'année? Alors moi, j'ai plutôt des objectifs de faire les meilleures vidéos possibles et me détacher des chiffres parce que justement, j'étais obstiné par les 100 000 abonnés et je me suis rendu compte que c'était pas aussi incroyable que ce que je pensais. Mais je pourrais te dire quand même 200 000 parce qu'on va essayer de doubler et puis progresser et me montrer que c'est la preuve que mes vidéos plaisent. Mais moi, mon plaisir, c'est les vidéos YouTube. Pourquoi pas un deuxième livre aussi, la première fois que je le dis dans une vidéo. Et puis pourquoi pas aussi, ça c'est sûr, continuer le podcast et rencontrer des personnes que je suivais moi-même sur YouTube il y a quelques années. Avec plaisir en tout cas, c'était super sympa. Merci à vous et puis à la prochaine. À bientôt. I've been scoring.